Bonsoir à toutes et à tous. Voici les dernières nouvelles sur le front du Covid. 1400 lits sont déjà occupés sur les 5000 disponibles en réanimation. Arnaud Fontanet représente le conseil scientifique. Il dira comment la France espère endiguer cette accélération. Il s'exprimera aussi sur les transports. Les images de la ligne 13 du métro parisien deviennent emblématiques sur les risques qui sont liés à la promiscuité. Nous parlerons du Covid de Donald Trump. Le président américain en fait maintenant un argument. Il faut dominer la maladie, dit-il. Laurent Saïm et Philippe Labro analysent cette nouvelle dynamique que Donald Trump peut retrouver sous réserve d'une éventuelle rechute. Et puis on recevra un des héros de 98, 22 ans après. Lilian Thuram est devenu une figure de l'antiracisme. On le questionnera sur son expérience personnelle et sur ce combat, sa nécessité, mais aussi ses risques d'excès. Tout d'abord, voyons où en est donc la vague montante du Covid. Elle en est là précisément, ce sont ces chiffres. 1400 lits sont occupés sur les 5000 qui existent en réanimation. On sait que la réanimation est le goulet de tout le système, c'est là que tout se joue. Professeur Fontanet, bonsoir. Bonsoir. 1400 sur 5000, est-ce que c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que les lits de réanimation sont aussi occupés par des patients qui ont des pathologies autres que la Covid. Beaucoup de patients qui avaient des chirurgies cardiaques, des chirurgies, de la neurochirurgie, des chirurgies pour des cancers avaient dû repousser leur intervention parce que dans les mois derniers, les lits étaient occupés par des patients atteints de la Covid. Et maintenant, ça fait déjà 50% des lits occupés. Donc on a un volant beaucoup plus réduit de lits disponibles pour la Covid. 30%, c'est ce qui a été mis comme alerte maximale, c'est 1400 sur 5000. Et c'est vraiment le maximum qu'on peut se permettre. Dans la mesure où on peut prévoir, est-ce que 1400, ça va devenir très vite beaucoup plus ? Si on reste sur les mêmes trajectoires, ça va devenir beaucoup plus. Maintenant, il y a vraiment moyen d'agir. L'analyse aussi ne peut pas se faire à l'échelle nationale, elle doit se faire à l'échelle locale parce que les dynamiques sont très différentes selon, j'allais dire, les régions, mais plutôt les métropoles. On sait aujourd'hui que ce sont les 20 grandes villes qui sont finalement à risque de voir l'épidémie se développer beaucoup plus rapidement. Et il faut, ville par ville, faire un état des lieux et agir énergiquement là où l'épidémie est la plus dynamique. Il y a en ce moment une polémique montante sur les incohérences supposées du dispositif actuel. Ce qui frappe, par exemple, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui concerne les transports. Il y a ces images du métro, de la ligne 13 du métro parisien, mais beaucoup d'autres. On voit beaucoup de monde agglutiné, alors que dans d'autres domaines, notamment la restauration, on a pris davantage de mesures. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui disent ça ne se tient pas ? Alors, il y a effectivement, on ne peut pas avoir actuellement des gens qui sont entassés les uns sur les autres, alors qu'on sait qu'une distance physique d'1 mètre est nécessaire pour éviter les transmissions. Vous me direz, dans les transports en commun, ils ont un masque, et ça va être important. Si le masque est bien porté, ça va certainement protéger, mais d'une façon générale, il faudrait éviter. Alors, il y a des moyens de l'éviter, peut-être plus de recours au télétravail quand c'est possible, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, bien évidemment. Et puis, l'étalement des transports dans la journée, avoir plus de flexibilité sur les horaires pour ne pas avoir des heures de pointe. On a compris qu'il n'y a pas de vérité définitive, que ça évolue. Angela Merkel, en Allemagne, tout à coup dit « aérer les pièces, ça compte beaucoup ». Aérer une pièce plutôt que d'être confiné, ça amène vraiment énormément. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, c'est au départ, on était parti sur un modèle où la transmission se faisait par les postillons à une distance d'1 mètre. On sait maintenant qu'il peut y avoir, chez des personnes qui sont à la phase pré-symptomatique, juste avant de développer des symptômes, des concentrations de virus dans la gorge très élevées, que ces personnes en parlant peuvent émettre ce qu'on appelle des aérosols qui restent en suspension dans l'air et eux peuvent aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut aérer les pièces. C'est pour ça que je porte un masque aujourd'hui avec vous. Donc le vieux truc de nos grands-mères disant quand on a la grippe, allez, on commence par ouvrir les fenêtres, même si c'est un peu froid, ça fait du bien. Bien sûr. Ça marche. Oui, tout à fait. Tous les yakas, les faucons sont de sortie. Il y a énormément. Il y en avait déjà avant. Ça enfle peut-être encore plus aujourd'hui. S'il fallait résumer, d'après vous, dans le dispositif qu'on a vu ces derniers jours, qu'est-ce qui va vraiment dans le bon sens ? Non, il y a des choses qui devaient s'améliorer, qui sont notamment les pratiques du dépistage, du traçage des contacts et de l'isolement. Et on a vu dans le dépistage, il y a 15 jours, que les délais d'attente étaient beaucoup trop longs, et à la fois pour avoir un rendez-vous et pour avoir les résultats. Et dans ces contextes, le traçage des contacts et l'isolement
ne servent à rien, sauf si les gens se sont auto-isolés. C'est-à-dire que dès qu'ils ont des symptômes, ils restent chez eux en attente du test. Mais le résultat de ce test, il arrivera trop tard. Donc là, je pense que là, il y a une amélioration nette qui est en train de se faire sentir. C'était vraiment important. Dans les yaks à faucons, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tout attendre du gouvernement. Le gouvernement, il va intervenir avec des aspects plus sur des fermetures, des limitations des rassemblements, des choses comme ça. Mais nous, individuellement, on peut jouer un rôle considérable dans cette épidémie. Et quand vous me demandiez où va aller l'épidémie, ça dépend simplement de nous. Ça dépend de nous, avant tout, sur notre gestion de nos contacts sociaux. Parce que ce qui détermine les infections, les transmissions, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation sans masque, proche, de personnes qui sont potentiellement contaminantes. Ça, c'est avec nos familles et avec nos amis que ça se passe majoritairement. Et c'est là qu'il faut qu'on agisse, comme le font nos voisins, qui arrivent à maîtriser aujourd'hui l'épidémie. Je parle de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne, du Danemark, qui maîtrisent l'épidémie sans mesures contraignantes parce qu'il y a quand même cette prise de conscience. Aujourd'hui, Didier Raoult a pris position concernant l'évolution du virus. Selon lui, en parlant des mutations, on va voir ce qu'il en disait exactement. C'est un des grands thèmes du moment, c'est est-ce que le virus est en train de muter. Lui est d'avis que le virus est devenu, ce sont ses mots, les éléments que l'on a nous laissent penser que le virus n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu en juillet et en août. Débat ouvert, quel est votre point de vue sur le sujet ? Donc, les éléments que l'on a nous laissent penser que le virus n'est pas aussi banal. Donc voilà. Il est finalement... plus offensif. Plus offensif. Ouais. Eh bien, en fait, le virus n'a pas changé. Par rapport au virus qui a été responsable de la première vague au mois de mars, on sait que le virus, il mute en permanence. Il y a 2 mutations significatives par mois. Donc, depuis le début, 9 mois, on a déjà accumulé une vingtaine de mutations qui se placent. Il y en a une qui est considérée par la plupart des scientifiques comme importante. Cette mutation était présente déjà en février sur le virus qui est arrivé sur le territoire français et c'est le même virus qu'on a. C'est la seule pour laquelle on peut dire éventuellement que le virus est un peu plus transmissible et à peu près aussi virulent. Et donc je considère que le virus qu'on a aujourd'hui est le même que celui de mars. Les nouvelles de la soirée, ce sont notamment les Russes qui disent on est vraiment arrivé à un point où le vaccin russe pourra être abondamment distribué. Bon, personne ne sait exactement, il y a peu de regards extérieurs. Quelle hypothèse vous avez-vous ? Alors, sur le vaccin russe, les données sont limitées. Les seules qui ont été publiées concernaient 76 patients. C'est beaucoup moins que d'autres vaccins qui sont déjà plus avancés dans l'évaluation. Donc voilà, on a trop peu de données pour pouvoir dire si le vaccin russe est efficace ou non, ou bien toléré ou non. Une des images du jour, c'est Emmanuel Macron qui rendait visite à une association d'aidants près de l'hôpital de Rothschild. Des soignants étaient là qui l'ont interpellé. On va entendre leur dialogue. Je suis un fils d'hospitalier, j'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital. Et si je me suis engagé à faire le Ségur quand j'étais à Mulhouse et que derrière on l'a fait et qu'on met les moyens, c'est parce que j'y crois. Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation, ce que vous avez à vivre avec les unités Covid. Non. L'organisation, on sait s'organiser quand on a les moyens. Vous pouvez m'écouter jusqu'au bout ? Non, mais vous pouvez m'écouter ? Non, je dis, non, mais le Covid qui arrive. C'est pas une question de moyens. On va pas créer des postes et des lits parce que le Covid arrive là. C'est impossible. Non, mais d'accord, mais moi je veux bien être débiteur des 20 dernières années. Non, c'est pas les 20 dernières années. C'est depuis mars. Professeur Fontanet, vous le disiez, quand on se compare à d'autres, la France n'est pas vraiment moins bien lotie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Vous parlez de l'hôpital en général ? Alors, sur... Le système de santé français avait toujours été considéré sur la partie, j'ai envie de dire, des traitements comme un système qui fonctionnait bien. D'ailleurs, l'espérance de vie en France est bonne. L'espérance de vie en bonne santé n'est pas si bonne. Et je pense que c'est là où on voit que les aspects de prévention et de santé publique sont peut-être moins bien mis en avant en France qu'ils ne devraient comparé à d'autres pays. Alors, par rapport à la discussion qui vient d'avoir lieu ici, il y a un problème effectivement sur l'hôpital que tout le monde connaît, qui existait avant l'épidémie, qui est en cours de résolution, et là-dessus, c'est vraiment pas mon domaine d'exercice. Moi, je travaille sur les épidémies, et plutôt en Afrique et en Asie, mais il y avait certainement des choses à faire. Le Ségur de la santé est pas dans cette direction. Par rapport à l'épidémie qui vient de se produire, évidemment, on s'est rendu compte de la difficulté dans laquelle se trouvaient les services, notamment d'infectieux et de réanimation. Et là aussi, c'est la même remarque que je fais pour les Français. Ils ont tous été applaudir les soignants, à 20h tous les jours pendant le mois de mars, parce que les soignants étaient les héros de cette crise, et c'est très bien. Néanmoins, par respect pour les soignants, si vraiment vous les avez applaudis,
faites de vous-même, de ne pas les remettre dans la même situation qu'on a vécu en mars. Et ces 30% d'alerte maximale, c'est vraiment les 30% maximum sur lesquels on peut aller en termes d'occupation des lits de réa. Le pins là que vous portez, c'est quoi? C'est une blouse blanche? C'est une blouse blanche, c'est le Pasteur Don qui va démarrer le 7 octobre, donc demain pour 4 jours. Et LCI est partenaire de cette opération. LCI est Ça vous fait partenaire de cette rougir, opération. même sous le masque, on Ça voit m'amuse, quand ça m'amuse. vous rougissez. C'est très bien d'avoir un pins. Démasqué. Le but de l'opération, qu'est-ce que c'est? Le but de l'opération, c'est effectivement une levée de fonds parce que l'Institut Pasteur s'appuie beaucoup sur la générosité publique. On est un institut qui, dans des moments de crise comme celui de l'épidémie de Covid en janvier dernier, ont dû réagir extrêmement rapidement pour mettre en place les premiers tests, pour faire le séquençage, la culture du virus. C'est la générosité des donateurs qui nous permet cette réactivité. Professeur Fontanet, l'actualité du Covid se confond avec l'actualité américaine, celle de Donald Trump. C'est ce feuilleton qui se joue sous nos yeux. Donald Trump qui est rentré à la Maison-Blanche, qui a posé au balcon de la Maison-Blanche. Il a retiré son masque. Le monde entier fait des conjectures sur cette respiration que beaucoup trouvent difficile. On ne va pas faire du café du commerce, on n'est pas son médecin traitant, mais enfin, objectivement, il y a des signes de respiration difficile pour vous? Quand on voit là, on voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Après, effectivement, je vous le disais, on ne va pas faire peut-être qu'il a monté des escaliers, etc. Enfin bon, bref. Mais la vraie question est que dans cette maladie, il y a effectivement une phase critique qui peut être celle de la fin de la première semaine, qui n'est pas encore atteint. Et je pense qu'il faut être encore prudent sur l'évolution de cette maladie pour Donald Trump. Si on calcule les jours le concernant, est-ce qu'on peut dire qu'il est à un moment où ça peut aller très bien, il peut en effet se dominer, on va en parler dans un instant, c'est le mot qu'il utilise, mais il peut aussi subir une rechute? Il y a un risque d'aggravation en fin de première semaine qui a été vu chez des patients qui s'amélioraient, donc il faut attendre avant de se prononcer sur l'état de santé de Donald Trump. Professeur Fontanet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous amène aux conséquences politiques de ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Donald Trump qui tire argument de la maladie. Il appelle à prendre exemple sur lui pour la dominer, dit-il. Écoutez la vidéo qu'il enregistrait cette nuit. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Voilà cette déclaration avec nous. Laurent Saïm, spécialiste des États-Unis, et Philippe Labro, connaisseur intime, ancien des États-Unis, écrivain, journaliste, réalisateur, auteur de ce livre magnifique, J'irai nager dans plus de rivières. Philippe Labro, quand vous entendez cette vidéo, Trump qui dit « je vais me dominer », on entend les réactions, il y a des gens qui sont horrifiés, choqués, d'autres qui sont bluffés. Qu'est-ce que vous ressentez? Un malaise. D'autant plus que j'ai bien regardé, surtout à la fin lorsqu'il est au balcon et qu'il enlève ce masque et qu'il l'envoie en l'air, ce qui est une insulte pour les 210 000 morts et pour leurs parents. Il ne respire pas très bien. Je ne sais pas si le professeur Fontanet vous a un peu parlé de ça. Regardez bien la façon dont Donald Trump respire. Moi, je pense qu'il n'est absolument pas guéri, qu'il a pris un risque énorme. Ça prouve que c'est un fighter, que c'est un combattant, qui veut absolument y aller quand même, mais je ne suis pas à l'aise devant ça. Parce que je me dis, il y a quand même peut-être un mensonge. N'oublions pas qu'il prend des stéroïdes, dont certains sont assez dangereux, car ils peuvent amener vers un semblant d'illusion de grandeur, il l'a déjà, et d'une certaine maniaquerie, il l'a déjà. Donc on est face à un homme, le plus puissant du monde, enfin avec la Chine, qui pour moi, ce soir, ne présente pas forcément une image, comme il le souhaite, de virilité, de force, de vigueur, pour moi de fragilité. Ça, c'est notre regard d'Européens. Oui. Du point de vue de beaucoup d'Américains, ce côté fighter, comme vous dites, est-ce que ça ne peut pas le servir où ils disent « chapeau, il se domine, voilà, c'est un exemple ». Est-ce que ça va jouer? Bien sûr, c'est John Wayne qui rentre de la montagne après avoir tué les Indiens. Ouais. Il est blessé de partout. Normalement, il devrait être mort. Pas du tout. Ouais. Donc, effectivement, n'oublions pas que Donald Trump est sans doute le meilleur communicant qu'il y ait rarement eu aux États-Unis à la Maison-Blanche depuis peut-être Kennedy. C'est un comédien. Il sait très bien projeter cette image qui plaît à son électorat de base, aux blancs non diplômés. Et par conséquent, vous avez raison,
cette attitude, les gestes la décision qu'il a prise de quitter l'hôpital, à mon avis beaucoup plus tôt que le prévoyaient les médecins, peut être considérée par sa base comme un geste héroïque et renforcer son image. Philippe Labro, écoutons Laurence Haim. Vous avez, Laurence, vraiment l'expérience de comment fonctionne la caravane, les journalistes, etc. Vous lisez aussi ces images de l'œil de la journaliste qui a été dans toute cette grande agitation permanente. On dit mensonge. Il y a une part de mensonge, mais il y a un scénario finalement assez lisible, assez vraisemblable. Oui, on voit en tout cas en direct l'évolution de la maladie d'un président. Alors ça peut paraître très surprenant en France, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle ce pool accrédité de la Maison-Blanche, 13 journalistes qui suivent en permanence le président des États-Unis. Là, comme on est en direct, il y a par exemple un communiqué qui vient d'être publié de la part du médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, qui a fait parvenir donc aux journalistes accrédités de la Maison-Blanche un mémo pour dire, voilà, ce matin, l'équipe médicale a rencontré le président dans son appartement, il a bien dormi et pour le moment, aujourd'hui, il n'a aucun symptôme du Covid. Mais c'est très intéressant de voir à quel point la presse suit seconde après seconde la moindre chose. Et il y a, vous l'avez dit, Darius, des omissions qui ont été faites. C'est ça, donc réponse aux complotistes, pour être clair, il peut y avoir des mensonges par omission, mais le scénario du mensonge total, tout est mis en scène, c'est ridicule. Non, je crois qu'en France, il y a pas mal de gens qui disent Donald Trump l'a fait exprès. Et je crois qu'il ne faut absolument pas... Non, mais quand vous parlez avec des gens, il y a des gens qui disent ça va le servir dans sa campagne, ah mais je suis certain qu'il est tombé malade, etc. Non, c'est totalement faux. Le président des États-Unis est malade. Par contre, on ne sait pas quelle est la gravité de la maladie. Il y a des questions que nous, journalistes, on a posées aux médecins de la Maison-Blanche. Nous n'avons pas eu de réponse précise. Quand est-ce qu'il est tombé malade précisément? Quand est-ce qu'il a reçu de l'oxygène à 2 reprises? Quel a été le niveau de sa fièvre? Quelle est la vérité sur ces clichés pulmonaires qui ont été faits? Ce sont des questions extrêmement précises sur lesquelles les médecins de la Maison-Blanche ne communiquent pas. Question, en revanche, sur l'utilisation de sa maladie. Chacun sait qu'il y a la maladie et puis l'utilisation qu'on en fait. Philippe Labro, votre regard là-dessus, quand on voit le dessin de Plantu du jour, avec ce Trump qui serait très bien exploité peut-être, y compris, est-ce qu'il y a un côté darwiniste chez les Américains, que les meilleurs gagnent, et puis au fond, s'il arrive à surmonter ça, c'est bien, il est dans le bon camp? Oui, alors le darwinisme, je ne suis pas sûr, parce qu'il refuse le Darwin. Hein, oui, ça c'est un autre problème. Mais enfin, ce côté, que les meilleurs gagnent. Ah ben évidemment. Et lui, c'est un homme qui, selon tous les témoignages, tous les gens qui l'ont suivi depuis sa jeunesse, refuse la maladie, considère qu'être malade, c'est une faiblesse, et veut en permanence montrer sa force. Il est habité par un sens de la force, et même un sens de son immunité totale, et ça plaît, bien sûr. Mais ce que Laurence n'a pas dit, c'est qu'on vient de voir sur CNN, il y a très peu de temps, un nouveau sondage, et ça c'est important aussi. C'est très gentil la situation sanitaire. Parlons un peu de la situation électorale. En ce moment, Biden mène Trump par 16 points d'écart. Vous en avez sans doute parlé. Bon, 16 points d'écart, c'est énorme. Alors vous me direz, on n'est plus tellement loin, il peut encore y avoir d'autres surprises. Nous vivons le mois des surprises. Et il est plutôt offensif. On peut voir son tweet en réaction immédiate aux images qu'on a vues, voilà, où il dit, en substance, le masque compte, on sauve des vies, regardez, moi, je mets le masque, je ne joue pas au dur inutilement, etc. Ça, évidemment, ça va toucher quand même une partie de l'opinion sur le thème « Trump n'est pas assez compatissant ». De toutes les façons, Laurence a suivi comme moi quelques campagnes présidentielles. C'est sans précédent ce qu'on a vu. C'est inimaginable. Et c'est un feuilleton, effectivement, dont la vertu et la qualité, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. La fameuse phrase « Anything can happen », tout peut arriver, ben c'est là, ça y est. Philippe Labro, vous êtes un connaisseur extraordinaire des États-Unis. Premier voyage en quelle année? 1954. J'avais 18 ans. Il y a cette bague que vous avez, c'est laquelle? C'est la bague de mon université. Extraordinaire. Ça, c'est montrez-la bien, parce que ça, pour quelqu'un qui allait dans une université américaine, ça en dit beaucoup. C'est un fétiche pour moi. C'est un talisman. C'est ma jeunesse, c'est la Virginie. À l'époque, c'était à pleine ségrégation. Moi, j'ai connu une Amérique. C'est pour ça que lorsque Obama a été élu, j'étais stupéfié. Je ne pouvais pas imaginer, ayant vécu ce que j'ai vécu à 18 ans en Virginie, qu'un jour, il y aurait un noir à la Maison-Blanche. Est-ce que c'était si différent, ou est-ce que cette espèce de violence assumée qu'a souvent Donald Trump, elle existait déjà? Vous avez vécu l'assassinat de JFK, etc. Vous avez vécu des choses. Elle était toujours là, cette violence? Mais la violence est là depuis le début des États-Unis. L'Amérique est un pays qui est né dans la violence, qui a massacré une nation, la nation indienne. Le sang indien est sous le sol américain. Bon,
port de l'arme, le fameux aléa, enfin le paragraphe de la Constitution qui permet à tout citoyen de porter une arme. Donc la violence a toujours été là. Mais elle n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, ça a augmenté. Il y a une exaspération, une hystérisation qui est d'ailleurs très dangereuse. Philippe Labro, la violence, y compris sur les réseaux sociaux, va nous rejoindre Samira El Gadir de la rubrique Les Vérificateurs de LCI et de TF1 avec cet affrontement permanent qu'on voit aussi sur les réseaux. On l'a entendu, mensonge, pas mensonge, on va vous entendre encore Laurent Saïm. Quand on refait le film des derniers jours, vraiment sous nos yeux, fascinant comment ça s'est déroulé, d'abord ces journées de travail, même à l'hôpital, quand Donald Trump dit « j'ai travaillé à l'hôpital », est-ce que les images sont vérifiables ? Ces deux photos, elles étaient censées rassurer sur l'état de santé de Donald Trump et sur sa capacité à gouverner. En fait, elles ont eu l'effet totalement inverse. On y voit, donc on va les revoir, Donald Trump, alors qu'il est encore donc hospitalisé, concentré sur ses dossiers, dans des tenues et des décors différents, ce qui sous-entend qu'elles ont été prises à des moments différents d'une longue journée de labeur. Sa fille, Ivanka Trump, qui est aussi sa conseillère, les commente même sur son compte Twitter. Regardez, elle nous dit que rien ne peut l'empêcher de travailler pour le peuple américain. Son fils, Eric, salue son éthique de travail. Donald Trump, nous dit-il, est un vrai guerrier. Mais un journaliste de CNN a diffusé les métadonnées de ces photos. Les métadonnées, c'est un peu la carte d'identité d'une photo qui donne la date, le lieu, l'heure, la marque de l'appareil qui a été utilisé. Et là, eh bien, on apprend qu'en réalité, elles ont été prises à 10 minutes d'intervalle, malgré les décors et les tenues différentes. Donc ça ressemble plus à une séance photo organisée qu'à une longue journée de labeur. Apparemment aussi, la feuille sur laquelle il est censé travailler, elle blanche. Alors précisément, est-ce que c'est vrai ? On s'est beaucoup moqué. Il est moqueur, Philippe Labro. Oui. Voilà, il dit. Est-ce que vraiment il a fait que signer ? Je pose la question. Oui. Est-ce que vraiment il a fait que signer sur des pages blanches ? Mais, en tout cas, des internautes, et notamment les pro-Biden, se sont amusés à zoomer sur ces photos. Et c'est vrai que lorsqu'on y regarde de plus près, regardez, on voit que la feuille sur laquelle il est censé travailler, elle est quand même... Voilà, il ne s'y passe pas grand-chose. On retrouve un peu sa signature. On a comparé un petit peu avec des documents officiels, notamment lorsqu'il brandit sa signature. Et effectivement, là, il y a deux théories. Pour les partisans de Trump, c'est normal, un président ne montre jamais les documents officiels pendant les séances photos. Donc, c'est une question de sécurité nationale, c'est ce que nous dit cet internaute. Pour d'autres, Trump fait semblant de travailler. L'idée, c'est de montrer l'image un peu d'un président actif pendant la maladie. Laurent Saïm. Je crois que quel est l'intérêt pour la communication de Donald Trump de faire ça ? Quel est le message ? Il sait, et c'est là où il orchestre en permanence ce feuilleton quotidien de sa présidence, il doit donner un message politique. On est en campagne présidentielle, l'élection va avoir lieu dans un mois. Je suis le guerrier, quoi qu'il arrive. Malgré ce virus, je montre que je travaille, je montre que je suis invincible. Et moi, ce qui me frappe de nouveau en regardant ces images qu'on a commentées avec Philippe Labro et vous, c'est de voir aussi le masque en utilisation politique. Le masque, maintenant, dans cette campagne extraordinaire, au sens étymologique du mot, est devenu une arme politique. Regardez la force de ce geste. Il enlève le masque alors que Biden, et on le voit sur les réseaux, met le masque. On est véritablement dans un moment historique de l'histoire américaine. Petit mensonge, grand mensonge, tout le monde ment. Ça, c'est la vérité de l'histoire. Sur les réseaux aussi, tout le monde ment un peu ou beaucoup. Le camp Biden aussi, petits arrangements. Tout à fait, tout le monde s'arrange un petit peu avec la vérité. Cet internaute, par exemple, croit détenir la preuve que Donald Trump souffre d'insuffisance respiratoire. On en a beaucoup parlé. Lui, il nous donne une preuve. D'après lui, vendredi dernier, lorsque le président a embarqué pour l'hôpital militaire, il portait, donc je cite, un concentrateur d'oxygène portable dans sa poche de costume. Photo à l'appui, il donne des détails, avec la canule nasale, donc le tuyau qui monte dans son dos, caché dans ses cheveux, la preuve avec la trace blanche derrière son oreille. Sauf que ce trajet entre la Maison-Blanche et l'hélicoptère a été filmé par tous les médias avec différents angles. Et sur cette photo de l'AFP, par exemple, c'est intéressant, on voit que son dos, la veste est lisse, et surtout la trace blanche derrière son oreille, ce n'est rien d'autre que le reflet de ses cheveux. Et un dernier détail, oui, on est allé voir à quoi ressemblaient ces concentrateurs d'oxygène portable, juste pour voir s'il pouvait quand même en mettre un dans sa poche. Regardez, ça a quand même plus la taille d'un sac à main qu'un petit objet qu'on peut glisser dans sa poche. Laurent Saïm, là, on est des amateurs ici. Quand on voit avec quelle vitesse, en quelques minutes, souvent le camp opposé arrive à utiliser, contre-utiliser les choses, c'est une machine extraordinaire. Vous l'avez observé. Oui, ça s'appelle la War Room, ça s'appelle une pièce de guerre, et ce sont les stratèges qui sont démocrates ou républicains et qui organisent au sein
sein des campagnes, des war rooms, 24 heures sur 24, avec des écrans. C'est comme dans les films qu'on voit, des écrans, des geeks, ce qui s'appelle comme ça, qui sont spécialistes des tweets, de Facebook, d'Instagram. C'est des équipes de combien de personnes? Alors, ça dépend si vous avez beaucoup d'argent ou pas. Et c'est le nerf de la guerre d'une campagne électorale américaine, avoir des millions de dollars pour payer les informaticiens les plus réputés. Et alors, ce sont des contrats très courts. Ça s'appelle des contrats de campagne. Ce sont des gens qui font ça, qui s'engagent et qui ensuite reviennent à leur activité naturelle. Laurent Saïm, je recommande en particulier de votre fil Twitter avec les fameuses infos LH, voilà, Merci, Darius. que vous transmettez. Conclusion avec vous, Philippe Labro. Quand on lit votre livre, on voit à quel point vous avez traversé, alors depuis la Virginie en 54, la leçon de toute cette histoire, ce virus inconnu dans une ville au nom improbable, qui connaissait Wuhan en janvier, qui est arrivé là, qui a traversé le monde, qui a traversé le temps jusqu'à la Maison Blanche et qui change peut-être la donne. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Écoutez, j'ai parcelé mon livre de citations. Et il y en a une de Victor Hugo qui dit il existe une imminence de l'impossible. Ouais. L'impossible est arrivé. Comme les tours de Manhattan, pareil. Ouais. Donc voilà, ça ne fait que nous faire réfléchir tous à la fragilité de nos existences, à la précarité des choses, à la fragilité des hommes et à la survie, je l'espère, de la démocratie. Vous avez vécu tellement d'événements, l'événement est roi toujours, on est toujours surpris. Ouais. À quoi est-ce qu'on peut comparer ce qui arrive là? D'une certaine manière, c'est aussi le grand tournant de la mort de Kennedy. Hein. Ouais. Bon, il ne va pas mourir, j'espère que la campagne va aller jusqu'au bout. Mais c'est une sorte de mouvement sismique. D'un seul coup, on a l'impression que ça bouge un peu, que le centre de gravité est en train de basculer. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu les tours de Manhattan quand même. Septembre 2001, c'est un tournant extraordinaire de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis nous ont démontré, grâce à leur pouvoir de communication et à leur tentation du complotisme, à quel point tout ça était, vous avez prononcé le mot film, c'est un film. Sauf que c'est le film de la vie, c'est le film de la réalité. Philippe Labro, merci beaucoup et je recommande votre livre « J'irai nager dans plus de rivières ». Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Et nous restons ensemble pour la seconde partie de cette émission. Nous recevons Lilian Thuram, héros de 98 et aujourd'hui figure de la lutte contre le racisme. Il est notre invité dans un instant. Nous recevons ce soir une figure du football français qui est devenue aussi figure de l'antiracisme. Lilian Thuram signe La Pensée Blanche et c'est l'occasion de parler de l'actualité, le racisme et l'antiracisme, la controverse sur le mot séparatisme, partout la question des identités et d'autres sujets. Lilian Thuram, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, votre voix résonne évidemment parce que vous êtes la figure de 98. On va revoir les images, on ne peut pas s'en empêcher. Explosion de joie qui a marqué l'histoire du football français, qui a marqué les mémoires. On est très loin de ça, 2020, le Covid, la petite vente des primes. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce qui vous revient le plus? Écoutez, j'ai même pas besoin de revoir les images parce que je suis heureux tout le temps. Ouais. Je suis quelqu'un qui a réalisé un rêve d'enfant. Donc cette victoire dans le stade. Et c'était juste incroyable parce que j'avais déjà gagné pas mal de Coupes du Monde mais dans le bac à sable avec eux. Ouais. Et là, les voir au stade. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ma mère et mes frères et sœurs étaient de l'autre côté. Et moi, je suis parti aller voir mes amis parce que c'était quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il y a une force d'évocation. Tout à l'heure, en rédaction, quelqu'un commençait à chanter là, etc. Mais cette chanson aussi est à tout jamais. Alors après, il y a toute la rédaction, ça circule, hein, c'est comme le virus. Ça. Mais c'est le bonheur, en fait. Ouais. Je pense que effectivement, lorsque vous avez eu la chance de vivre cette Coupe du Monde en France, eh ben, vous savez où vous étiez, avec qui, et c'est des moments juste incroyables de plaisir et de bonheur. Est-ce qu'il y a une nostalgie ? Non, pas du tout. Je ne suis pas nostalgique. Voilà. Il y a des choses à faire, il faut avancer. Et comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, tout va bien. Il y a des stades, Lilian Thuram, il y a des salles d'entraînement. Lilian Thuram, les gosses, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gamins, c'est un rêve, ça reste un rêve pour tellement de gosses. Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Comment ça fait de gagner la Coupe du Monde? Est-ce que vous l'avez touché? Et puis, est-ce que vous avez joué avec Zidane? Ah oui, Zidane, ça reste. Exact, ouais. Et donc non, je pense que c'est vrai que
Bon, ça arrive de moins en moins parce que je vieillis et donc parfois ils ne nous reconnaissent pas. Hein. Ouais. Moi, je me souviens très bien, un jour, j'ai été faire une intervention dans une école et j'étais là avec les enfants, on parlait, on discutait. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui dit « Mais quand est-ce qu'il arrive, monsieur Thuram ?» Et donc, c'est marrant. Entre le Lilian Thuram de cette époque-là, 90, ça fait 22 ans, hein, et le Lilian Thuram d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses, en même temps très peu. J'essaie de me questionner sur la société dans laquelle je vis et j'essaye de l'améliorer, voilà, Ouais. avec la même rigueur que j'essayais d'avoir lorsque j'étais joueur de foot. Vous signez un livre très documenté, La pensée blanche. On va parler aussi de votre parcours, ce destin extraordinaire qui est le vôtre. Si on se remémore encore 98, il y avait cette expression très à la mode à l'époque, black, blanc, beurre, parce que c'était une équipe multicolore, comme on disait. Là, on voit à quel point c'était un autre monde. Est-ce que vous le ressentez ? Cette expression elle n'existe plus, par exemple, aujourd'hui. On a l'impression que tout a changé de ce point de vue-là. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose. Je ne me suis pas leurré parce que c'était avant tout une récupération politique. Mais ça permettait aussi d'éduquer toute une génération et leur dire que la couleur de peau ne fait pas le français. C'est-à-dire qu'on peut être de couleurs différentes et être français. Et je trouve que c'était très important ce moment-là. Et je pense que c'est resté quand même, qu'on le veuille ou non. Pourquoi dites-vous récupération ? Parce qu'avec le recul, beaucoup disent non, mais c'était bien, c'était un sentiment vraiment partagé. Non, parce qu'en fait, ce slogan, je pense que c'est une récupération politique, parce que la France, c'était déjà celle-là avant la Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est après la victoire qu'on a mis en avant cette constitution, alors que je pense qu'on n'avait pas besoin de gagner la Coupe du Monde pour en parler. Vous avez un côté extrêmement intello. On vous vannait déjà à l'époque là-dessus. Hein. C'était les lunettes, Lilian Thuram qui est un peu différent, etc. C'est d'ailleurs un vieux préjugé sur les footballeurs qui est idiot. Hein. Les footballeurs bourrins, Dieu sait si vous avez, si vous avez combattu avec justesse contre cette idée fausse. Aujourd'hui encore, hein, ça vous énerve parce que c'est absurde. Écoutez, encore une fois, c'est vrai qu'on a tendance à ranger les gens dans des catégories. Ouais. Et historiquement, on dit que les joueurs de foot ne réfléchissent pas beaucoup. Mais en règle générale, les personnes qui tiennent ce discours, c'est parce qu'ils n'ont jamais joué au foot à haut niveau. Croyez-moi, si vous voulez être un joueur de très très haut niveau, il faut réfléchir très très rapidement. Très très rapidement. Je vous ai entendu parler de l'intelligence, de l'espace par exemple, l'intelligence du mouvement, et on voit ça chez Mbappé et d'autres. Hein. En réalité, dans la tête, ça doit aller très vite. Ah mais ça va très vite, sinon de toute façon, vous ne pouvez pas être un joueur de haut niveau. Ouais. Et vous savez, c'est... Ce qui est très intéressant dans un match de foot, je dis souvent, c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et vous devez être à l'écoute des autres. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'écoute des autres. Et au foot, à un haut niveau, il faut être à l'écoute des autres et il faut réagir aussi à ce que l'adversaire va faire. Et ce qui est très intéressant dans un match de foot, c'est-à-dire que si vous prenez les 22 acteurs et ils jouent le lendemain, c'est un autre match. Ouais. Et je pense que c'est une vraie performance artistique, mais souvent on ne met pas ça en avant lorsqu'on parle du football. Vous avez un exemple concret de ça, où vraiment, du coin de l'œil, ce qui se passe à 20 mètres, vous le captez, c'est quoi ? Tout d'abord, ce sont des habitudes, et puis c'est l'entraînement. Et effectivement, lorsque vous travaillez à haute intensité, vous avez tous des émotions qui sont très ouvertes et vous captez des choses très rapidement. De toute façon, peu importe le métier, l'intelligence, c'est quoi ? C'est l'anticipation. Donc nous sommes toujours en train d'anticiper ce qui peut se passer, que ce soit positif ou négatif. Et donc c'est pour cela qu'en fait, lorsque vous voyez un match, il y a des prises de décision qui sont extrêmement rapides. Ouais. Et donc, c'est pour cela que ça m'étonne de... Certaines personnes disent que les joueurs de foot ne sont pas intelligents. Lilian Thuram, votre livre arrive à un moment où les questions d'identité animent le débat. On va revenir sur votre vie, mais d'abord les quelques questions d'actualité. Aujourd'hui, c'est la question du séparatisme, le mot qui suscite les passions. D'ailleurs, aujourd'hui même, Gérald Darmanin indiquait que ce mot serait remplacé sans doute par les mots laïcité et principes républicains dans l'intitulé de la loi. On va l'écouter. Ce ne sera sans doute pas son nom, puisque le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical, mais ce n'est pas le seul objet du texte.
Lilian Thuram, est-ce que vous approuvez de façon générale cette démarche de dire voilà, on fait une loi contre spécifiquement, alors on l'appelle séparatisme ou les adversaires de la laïcité? Écoutez, tout d'abord, le mot séparatisme, je n'aime pas beaucoup en fait. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y aurait eux et nous. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux, je pense. Tout d'abord, comment on reconnaît ceux qui veulent se séparer? Ce serait intéressant de demander dans la rue aux Français de faire un portrait robot de celui qui veut se séparer. Non, j'aime pas du tout ce mot en fait. Quand on veut mettre par exemple la femme en dessous de l'homme, est-ce que c'est pas effectivement qu'on veut se séparer d'une république égalitaire? Écoutez, encore une fois, moi je pense qu'il y a des lois pour interdire certaines choses. Et vous voyez par exemple, on vient d'entendre le ministre qui dit qu'il va changer de mots. Ça veut dire bien que ça pose un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'est pas le bon mot. Mais peut-être qu'il fallait y penser avant. Parce qu'encore une fois, on lance ce mot dans l'espace public et ça crée l'idée justement qu'il y aurait des gens qui veulent se séparer. Mais qui sont ces gens ? J'ai peur qu'on puisse penser que moi aussi je veux me séparer de la République, vous voyez ? Il y a un débat aujourd'hui sur, vous dites les mots, on a l'impression d'une susceptibilité dans tous les camps qui est devenu extrêmement à fleur de peau. C'est le débat qu'il y a eu après les déclarations d'Éric Zemmour. Là aussi, c'est une déclaration du jour, celle de Marine Le Pen qui prenait position. Éric Zemmour disait tous les migrants mineurs isolés présentent des problèmes de délinquance. Elle s'oppose à son idée, mais elle défend, dit-elle, la liberté d'expression. On va l'écouter aussi. Chacun va admettre qu'évidemment ce propos était évidemment excessif. Est-ce que ça mérite d'être traîné devant un tribunal? Est-ce que ça mérite que des départements s'occupent d'aller traîner un journaliste, un éditorialiste? Vous plaidiez pour un une propos France qui est apaisée à la dernière présidentielle. Mais madame, je plaide aussi pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, selon la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la liberté de choquer. C'est même la liberté de blesser. Car si la liberté d'expression ne s'exprime pas sur des propos qui choquent ou qui blessent, alors elle n'existe pas. S'il s'agit de prôner la liberté d'être d'accord avec vous, si vous voulez, ça ne s'appelle pas la liberté d'expression, ça s'appelle le début d'une dictature. Moi, je n'y tiens pas. Je tiens à la liberté d'expression. Quelle France voulez-vous? Une France de bisounours où il n'y a plus de débat, où nous sommes tous d'accord, où vous allez, vous peut-être, ou je ne sais qui d'autre, imposer les censures du débat, dire ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Lilian Thuram, on est au cœur d'un débat sur la sensibilité. On va en parler, ça renvoie à beaucoup de choses de votre livre. Hein. En l'occurrence, sensibilité excessive ou justifiée? Ce sont toujours les mêmes qui ont cette liberté de parole. Ce sont toujours les mêmes qui sont méprisés. C'est ça la réalité. Vous savez, moi je ne suis pas un politicien, mais qui a la liberté de dire ou de faire? Ce sont toujours les mêmes. Et donc je pense qu'avant la liberté de parole, il y a aussi le respect. Ça c'est très important en fait. Pour qu'il y ait une cohésion dans notre pays, il faut peut-être remettre au centre des débats le respect tout simplement. Et c'est irrespectueux les propos qui ont été tenus par M. Zemmour. Est-ce que vous voyez le danger d'une forme de censure qui fait que, au nom du respect, effectivement, on va dire que c'est ce que défend une partie de l'opinion. Il y a une partie d'humour, de tradition, de libre discussion qui sera reniée. Écoutez, il faut questionner les traditions. Toutes les choses ne sont pas bonnes dans les traditions. Toutes les paroles dites ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire les traditions? Heureusement que les traditions changent. Heureusement que les lois changent. Heureusement que la société change. Heureusement que les notions d'égalité changent. Sinon, on vivrait en 1908, mon grand-père serait ce qu'il est. On vivrait en 1947, ma mère serait qui serait. Et à ces moments-là, il y a un racisme énorme dans la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas changer les traditions? C'était le débat qu'il y avait autour des 10 petits nègres. Est-ce qu'il faut changer ou non le nom? Vous êtes de ceux qui disent, ouais, effectivement, on ne peut pas dire en 2020 ce qu'on disait en 2000 ou ce qu'on disait en 1920. C'est l'évidence. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Qu'on ne puisse pas utiliser les 10 petits nègres, c'est une évidence. Mais vous savez pourquoi c'est l'évidence pour moi aussi? Ouais. En fait, très souvent, vous savez, ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire, c'est ceux qui le disent quand même, et qui n'arrêtent pas de dire. Et donc, je pense, encore une fois, il y a le mot « respect ».
comment faire avec le second degré? Beaucoup de gens, en toute bonne foi, je ne parle pas des racistes, mais je parle vraiment de grande partie, se dit, voilà, il y a un second degré qui risque d'être menacé. Le film de Louis de Funès, avec Salomon, vous êtes juif, etc. Et puis ensuite, il y a un mariage entre un blanc et une noire, il dit « Ah, elle est noire », etc. Et c'est du second degré. En même temps, il souligne le racisme. Certains peuvent dire que c'est un film antiraciste par certains côtés, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus vraiment le faire. Comment est-ce que vous vivez avec ça? Je pense que nous sommes assez intelligents pour comprendre le second degré. Ouais. Nous sommes assez intelligents, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'encore une fois, ceux qui ne veulent pas changer les traditions, c'est parce qu'en fait, quelque part, ça les conforte de pouvoir manquer de respect à certaines personnes. Et encore une fois, ce sont toujours les mêmes qui sont irrespectueux. Vous savez, très souvent, je me déplace dans les écoles et je discute avec les enfants sur les blagues racistes. Et dans les blagues racistes, ce sont toujours les mêmes, les voleurs, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont stupides. Et donc, il faut faire très attention. Une manière de faire en sorte que les hiérarchies restent dans les sociétés passe à travers nos traditions, passe à travers nos blagues. Donc, c'est tout à fait compréhensible que certaines personnes demandent plus de respect. Est-ce qu'il y a des blagues racistes qui vous font rire, par exemple? Raciste, c'est peut-être pas le mot, mais la blague qui joue, oui, sur le noir ou le blanc, le juif ou le musulman, l'israélien ou l'arabe. C'est un ressort de l'humour dans le monde entier. Hein. Comment faire? Vous, par exemple? Moi, ça ne me fait pas rire, les blagues racistes, non. Non. Parce que je sais qu'il y a des sous-entendus. Et les blagues racistes sont construites sur aussi nos traditions. Ça dit quelque chose de nos traditions. Il y a des coins en France, je ne vais pas citer les endroits, mais très souvent, les blagues concernent les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, en fait. Et je trouve ça extrêmement triste que des enfants puissent continuer à mépriser certaines personnes. Il faut lire votre livre, il est extrêmement documenté. C'est un livre aussi d'histoire, on va en reparler. C'est aussi le livre de votre histoire. Vous arrivez en France, vous étiez en Guadeloupe, vous arrivez en France métropolitaine, je crois que vous avez 9 ans. Et vous dites cette chose incroyable, vous avez découvert là que vous étiez noir. Effectivement, on devient noir dans le regard des autres. Moi, je suis né en Guadeloupe. La grande majorité, pour ne pas dire la totalité des enfants, nous avions la même couleur de peau. Donc, ce n'était pas une question. J'arrive dans cette école de CM2 à Bois-Colombes, et là, il y a des enfants qui m'insultent de sale noir. Et donc, je ne comprends pas. Je suis violenté. Je dis très souvent, je rentre à la maison, je demande à ma mère qu'est-ce qui se passe, en fait. Et ma maman me donne une très mauvaise réponse. Elle me dit, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et donc, j'ai dû essayer de me questionner et de comprendre d'où venaient, en fait, ces préjugés-là. C'est l'époque de l'île aux enfants. Encore une Madeleine de Proust, hein. Et puis il y a ce dessin animé, la vache noiraude, la noiraude. On a retrouvé l'image. Et alors, à l'époque, c'est pris légèrement. Personne, on lit aux enfants, on dit. Voilà, et vous dites, non, là, il y a des préjugés. Et ça vous frappe à l'époque parce que c'est utilisé par certains de vos camarades contre vous. Mais bien sûr. Vous savez, dans une classe de CM2, parfois, tout le monde n'est pas gentil. Et effectivement, très souvent, c'était la noiraude. Mais lorsque ces enfants me disaient la noiraude, je sentais effectivement qu'il y avait du mépris. Parce que vous le ressentez. Et vous êtes rabaissé. Et aucun enfant ne mérite de vivre cela. Et donc, moi, heureusement, j'ai pu comprendre qu'effectivement, que le racisme était lié à notre histoire. Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'aucun enfant doit subir le racisme et aucun enfant doit produire aussi du racisme. Parce qu'il y a quelques années, par exemple, je me suis retourné et j'ai regardé les enfants qui m'insultaient et je me suis dit, mais à 9 ans, ils ont intériorisé qu'être noir était inférieur. À 9 ans, ils ont intériorisé qu'ils étaient blancs et qu'ils étaient mieux. D'où ça vient? Là aussi, ça vient d'une histoire et que nous devons avoir le courage d'en discuter sereinement, tranquillement. Vous aviez connu une forme de paradis en Guadeloupe. C'était la liberté là-bas. Hein. Oui. J'habitais dans un petit village qui est Anse-Bertrand, qui est le centre du monde, voire de l'univers, je crois. Et c'était vraiment le paradis. Langue créole. Exact. Vous parlez toujours? Un petit peu.
C'est vraiment l'enfance. Vous étiez très libre, vous aviez quoi? Comment est-ce qu'on dit? Il y a des mots créoles pour ça, quand on va jouer au lance-pierre, on va chasser les oiseaux. Ouais, les gestes-pommes, on va tuer des mangues, par exemple. Ouais. En fait, si vous voulez, je pense que c'est l'enfance d'un enfant qui habite à la campagne. Ouais. Et moi, j'habitais à la campagne. On allait à la mer essayer de pêcher. J'ai bien dit essayer de pêcher parce que j'étais une catastrophe. J'arrivais jamais à attraper les poissons. Et puis, non, il y avait une très, très grande liberté. Et surtout, à l'époque, lorsque vous passiez devant la maison de quelqu'un, il pouvait vous appeler en disant « Tiens, Lilian, Relique, Olivier, allez m'acheter ça ». Il nous donnait de l'argent, on allait l'acheter, on revenait. Ou si, par exemple, on s'insultait, mais les personnes, les adultes sortaient de la maison en disant « Mais attendez, mais c'est ce que vous apprend à la maison ». Et en fait, tout le monde savait qui vous étiez. Je suis l'enfant de Mariana. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand je me balade, il faut se comporter correctement pour ne pas avoir des problèmes à la maison. Est-ce que c'est vrai que vous vouliez devenir séminariste? C'était une tentation? Effectivement, oui. Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir prêtre parce que c'était pour moi un super héros. Ouais. Tous les dimanches, on allait à la messe et il y avait ce moment incroyable où il demandait aux gens de se donner la main. Et je trouvais ça très, 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 très fort. Et puis, il avait cette capacité de pardonner les autres. Et moi, je me souviens aussi, aux Antilles, on nous racontait des histoires, que le soir, il y avait des monstres, donc il ne fallait pas rester très tard dehors et rentrer. Et le seul qui pouvait affronter les monstres en question, aux Antilles, on les appelle des volants, et ben, c'était le prêtre. C'était un super-héros. Ça dit beaucoup de Thuram quand même, parce que même si c'est le côté-là, ce côté assez sérieux, concentré que vous aviez déjà. Non, mais séminariste, tout le monde n'a pas très envie de devenir séminariste, quoi. Ouais, mais j'ai changé d'avis. Oui, j'ai cru comprendre. C'est mieux ce que vous avez fait. Je sais pas, mais en tout cas, c'est mieux en tout cas ma vie d'aujourd'hui, ouais. Il n'y a pas de regret, visiblement. Il y avait dans ce monde paradisiaque quand même déjà des éléments de discrimination. Le créole, par exemple, à l'école, c'était interdit. Hein. Oui, effectivement, je me souviens, c'est après coup qu'on prend conscience quand même. Lorsque j'étais enfant, dans la cour de récréation, il y avait interdiction de parler le créole. Et si jamais, c'est grave quand même, hein, si jamais vous entendiez quelqu'un parler le créole, vous deviez lui donner une planchette de bois. Et à la fin de la récréation, celui ou celle qui avait la planchette de bois, était puni. C'est d'une violence totale, en fait. Ça veut dire qu'on vous apprend très tôt à renier ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on nous apprenait que le français était mieux que le créole. Alors que, dans la famille, les adultes parlaient le créole. Dehors, les marchands parlaient le créole. Et pire encore, parfois, ce sont les parents même qui nous interdisaient de parler le créole. Et c'est les années 70, ça rappelle, il est interdit de parler breton, il crachait par terre, il y a quelque chose de ça, voilà. 70. Ouais. Ouais. Et je vous disais qu'en fait, ce qui était un peu perturbant, c'est que nos parents nous disaient de ne pas parler le créole, mais ils nous le disaient en créole. Donc c'était juste surréaliste. L'arrivée en France, votre mère, femme de ménage. Exact. La différence sociale, le combat social, vous l'avez ressenti? Écoutez, oui, ma mère était femme de ménage, mais au départ, nous étions aux Antilles. C'est très important de l'expliquer. Ma mère, le matin, coupait la canne à sucre dans les champs. L'après-midi, elle faisait le ménage à Pointe-à-Pitre. Et un beau jour, elle nous réunit autour d'une table en disant « Voilà, maman va partir. Maman va partir en France. » Et donc, nous sommes super contents. On pense tous qu'on va partir. Et non, elle est partie toute seule. Elle a travaillé, elle a économisé et après, elle est venue nous chercher. Ça, c'est très important pour comprendre celui que je suis, en fait. Et pourquoi, parfois, il y a des choses qui sont insupportables parce qu'il y a des personnes qui vivent d'autres choses, mais qui méprisent parfois les personnes qui sont dites défavorisées. Voilà. Votre père, parti dans la nature, vous l'avez peu connu, pas connu? Pas parti dans la nature, mais je ne l'ai pas connu. Ouais. Mais vous saviez qui il était? Oui, je savais qui il était, voilà. Quand vous êtes aux fêtes de la gloire, Coupe du Monde, etc., il essaye de renouer avec vous, c'est ça? Oui, effectivement. Comme vous avez dit, j'ai une personnalité qui était déjà affirmée. Et donc, j'ai expliqué qu'être père, c'était pas ça. Parce que pour moi, être père, c'est être présent, s'occuper des enfants. Mais encore une fois, c'est vraiment sans haine. Parce que vous savez, je crois que lorsque vous êtes enfant, il faut aussi respecter la vie des adultes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées et que peut-être que moi, je ne maîtrise pas. Voilà. Il y a votre passé proche et il y a un passé plus lointain, mais que vous vivez. C'est dans votre livre.
un tableau de 1849, très peu connu, de Marcel-Antoine Verdier. C'est le châtiment des 4 piquets dans les colonies, punition de l'esclave. Et alors vous faites toute une explication de ce tableau. 1849, ça paraît très loin de vous, mais vous expliquez bien comment vous l'avez ressenti comme pas si loin que ça, même votre grand-père qui était pas si loin de l'esclavage. Vous savez, très souvent, lorsqu'on parle de l'esclavage, c'est toujours très désincarné. On a l'impression que c'est très loin. Et je rappelle que mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et donc, dans le livre, j'avais à cœur d'expliquer comment, en fait, nous sommes conditionnés à devenir ce que nous devenons. Et ce tableau est très intéressant. Ce tableau a été fait pour dénoncer l'esclavage. Et vous dites qu'il y a tout dedans. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a la petite enfant blanche qui est un peu impressionné par la scène, et vous dites à ce moment-là, un petit enfant, il n'est pas raciste, il apprend à l'être. Exact, en fait, si vous voyez l'image, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette famille blanche sur le côté gauche, le papa est très tranquille, la mère aussi, et on voit que cet enfant est effrayé, parce qu'effectivement, il ne comprend pas cette violence. Et donc, je dis que le système de l'époque, comme aujourd'hui, très souvent, les personnes qui sont violentées doivent rassurer les autres. Et donc, cette dame rassure l'enfant en lui disant « Écoute, t'inquiète pas, ce qui se passe, c'est normal ». En lui disant ça, effectivement, il va intégrer les codes de qu'est-ce que c'est être blanc à cette époque, c'est-à-dire accepter ce qui se passe. Mais le personnage qui est très intéressant aussi, c'est l'esclave qui est allongé. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, lorsque vous voulez échapper au système, vous êtes mal vu et vous êtes corrigé. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que dans n'importe quel système, ceux qui dénoncent le système sont violentés. Après, il y a un personnage qu'en règle générale, on ne voit pas sur le tableau. C'est le petit garçon noir qui est au niveau du chien, à gauche. Et là, personne ne le rassure. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il va être violenté parce qu'il est noir, et lui, personne le protège. Est-ce que vraiment, vous ressentez ça comme proche de vous? Parce que vous savez ce que beaucoup vous rétorqueront, vous diront, bien sûr, c'est terrible l'esclavage, mais enfin, c'était une autre époque, ça n'a plus rien à voir avec votre génération. Est-ce que vraiment, vous le ressentez comme dans votre chair encore? Tout d'abord, effectivement, c'est très loin, mais très proche. Mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, qu'est-ce qui reste en héritage de cette histoire ? Parce que très souvent, il y a une incompréhension de l'histoire de l'esclavage. Tout d'abord, beaucoup de personnes pensent que c'est une confrontation entre personnes de couleurs différentes, alors que ce n'est pas ça. C'est avant tout un système économique. C'est votre thèse, la pensée blanche. Vous dites la pensée blanche des Blancs peuvent aussi en être victimes. Mais bien sûr. Et donc l'idée, c'est comprendre qu'effectivement, on a créé des catégories de personnes selon leur couleur de peau. Mais c'est une volonté d'une minorité de gens pour diviser les personnes. Mais comme cette histoire a duré des siècles, on finit encore aujourd'hui à se voir à travers la couleur de peau. Nous sommes encore enfermés dans des catégories. Est-ce que là, vous ne tombez pas dans une vision anti-occidentale quand on voit que les Chinois, il y a du racisme en Chine, il y a le système de classe très dur en Inde, chez les Indiens d'Amazonie, les Kayapos détestent les autres tribus, ils se haïssent, ils s'entretuent depuis des siècles, et vous arrivez en disant c'est la pensée blanche. Non, mais attendez, vous pouvez même aller dans n'importe quel village, vous allez voir que le village d'à côté est haï. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'aller... Non, mais attendez, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine. En fait, mon discours est très simple. C'est-à-dire qu'il y a une construction de hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Il y a une construction des couleurs de peau. À preuve du contraire, si vous observez correctement, vous allez voir qu'il n'y a personne de couleur blanche. Il n'y a personne de couleur noire. Ce sont des constructions politiques. En discutant, par exemple, avec mon fils, qui avait 4-5 ans, je lui dis, mon chéri, tu es le seul petit garçon noir de ta classe ? Il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Il me dit, je suis marron. Je dis, ah bon ? Et je dis, les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur ? Ils sont roses. Donc vous voyez bien que ce sont nous, les adultes, qui mettons nos enfants dans des catégories liées à la couleur de la peau. Mais c'est historique. Mais Lilian Thuram, quand vous voyez aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Donald Trump aux États-Unis, de tous côtés, l'identité, je suis noir, je suis juif, je suis blanc, je suis hispano, on est dans un monde où de tous côtés la revendication remonte. Est-ce que cette réalité, vous ne la sous-estimez pas ? Écoutez, vous savez pourquoi les gens sont enfermés dans les catégories ?
Parce qu'il Enfermé, pas Si, forcément, il le si. revendique. Beaucoup, Non, je mais- suis fier d'être. Oui, mais ceci, moi je cela. pense que beaucoup trop de personnes sont enfermées dans leur identité parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur identité. Faites un sondage. Vous demandez par exemple à une personne blanche pourquoi vous dites que vous êtes blanc. D'où ça vient? À quel moment on a enfermé les gens dans les Il catégories? y a ce coup de fil incroyable. Vous appelez un copain d'enfance, Pierre, hein, puis vous lui dites, mais est-ce que tu me vois comme noir? Comment tu te vois toi? Et il se dit, oh bah oui, écoute, moi je me vois comme normal. Exact. En fait, vous savez, pour prendre conscience, il faut connaître l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire, vous pouvez sortir de ces schémas-là. Parce que l'idée de ce livre, c'est effectivement questionner ces identités pour pouvoir en sortir. Parce que quelqu'un comme Frantz Fanon le dit depuis très longtemps, nous sommes dans des prisons identitaires. Si nous voulons nous rencontrer, il faut devenir homme. Et nous devons devenir hommes. Vous citez Frantz Fanon, il y a tout un travail extrêmement documenté. Alors, vous passez longuement en revue toutes sortes d'auteurs de très grands esprits qui ont été d'un racisme absolument débile. Kant qui dit « L'humanité atteint sa plus grande perfection dans la race des Blancs ». Vous citez ce manuel « Le Tour de France par 2 enfants » de 1877, mais qui a été réédité jusqu'à quand? Ben écoutez, jusqu'en 1950, on apprenait dans les écoles en France qu'il y avait une race supérieure, la race blanche. Et jusqu'en 1977, ce livre a été réédité comme tel. C'est pour cela que je dis aux gens, prenons conscience de l'héritage qui nous construit en fait. Et si vous n'avez pas conscience de cela, eh ben, on va toujours finir par se parler en invoquant les couleurs de peau. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Le Larousse, ancienne édition, article nègre, leur infériorité, loin de nous conférer le droit d'abuser de leur faiblesse, nous impose de les aider, etc. Vous racontez comment souvent ceux qui voulaient aider les Noirs étaient souvent les plus marqués par une autre forme de racisme. Non, pas du tout. En fait, moi, ce que j'essaie de dire, vous pouvez être un homme extrêmement instruit, il est difficile d'échapper à votre époque. Il est extrêmement difficile d'échapper à ses habitudes. Donc l'idée, c'est questionnons nos habitudes. Parce qu'un enfant de 9 ans qui insulte un autre de sale noir, c'est qu'il a intégré un discours. Ça ne veut pas dire c'est une mauvaise personne, c'est qu'il a intégré un discours qui est historique. Lilian Thuram, très grand travail de recherche historique, chapeau. Est-ce qu'il n'y a pas un excès à un moment donné d'historicisation? Jules César a tué plein de Gaulois, il a fait des massacres affreux pendant la guerre des Gaules. Est-ce qu'on ne va pas déboulonner toutes les statues de Jules César qui aurait été un ennemi des Gaulois? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut arrêter dans l'histoire en disant en 1815, en 1715, etc. Écoutez, tout d'abord, je n'ai jamais demandé qu'on déboulonne quelqu'un. Vous êtes contre le déboulonnage des statuts? Je n'ai jamais dit que je voulais déboulonner quelqu'un. Je dis simplement qu'il faut réfléchir à notre héritage historique. Et ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, s'il y a des gens qui souffrent dans la société, il faut les écouter. Et il faut savoir d'où ça vient. Et comme tout à l'heure sur le tableau, en règle générale, les personnes qui revendiquent l'égalité, parfois, on finit par leur dire que vous avez un problème. Par exemple, Martin Luther King, est-ce qu'il était raciste anti-blanc? Je vous pose la question. Non, certainement pas, non. À l'époque, on disait qu'il était raciste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un racisme anti-blanc, selon vous? Écoutez, ça dépend qui le dit. Ouais. Mais il peut y avoir un racisme anti-blanc dans la société en France aujourd'hui? Mais en règle générale, qu'est-ce que c'est le racisme? Vous savez ce que c'est le racisme? On soit d'accord assez vite, là. Oui. Non, on n'est pas d'accord, justement. L'incitation à la haine contre quelqu'un au nom de sa couleur. Est-ce que dans certaines banlieues, effectivement, quand les Blancs se font traiter de sales Blancs, est-ce que ça aussi, ça doit être pris en considération de la même façon qu'en sens inverse? Dites-moi. Alors, tout d'abord, il faut faire très attention à ce discours. Il faut savoir que ce terme racisme anti-blanc a été lancé dans l'espace public. Oui, exploité par des extrêmes, sans doute, mais non. L'histoire, c'est très important de comprendre, parce que sinon, on embrouille le débat. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes qui lancent une pierre, on la reprend, et effectivement, on finit par mélanger tout. C'est-à-dire qu'on va mettre le racisme anti-blanc sur le même niveau que les autres racismes, mais en fait, le racisme, c'est une violence. Vous savez, une violence qui fait croire à l'autre qu'il ne peut pas être totalement ce qu'il est. C'est très important, parce que sinon, on joue le jeu des extrêmes, en fait.
Lilian Thuram, votre livre « La pensée blanche », c'est aussi un parcours que vous représentez. Quel âge avez-vous aujourd'hui ? 48 ans. Ça me frappait au début. Alors, comme footballeur, c'est vieux, 48 ans. Pour plein de gens, c'est rien. À quel moment vous avez senti le vieillissement ? Il y a un moment où, quand on fait une carrière comme ça, tout à coup, on sent qu'on se raidit un petit peu, que c'est fini. Quand vous étiez joueur ? Oui, mais ça fait partie des choses. C'était quand, ça ? Peut-être les 2-3 dernières années. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, vous êtes jeune joueur, vous êtes remplaçant, vous devenez titulaire, et après, vous jouez plus. Vous savez, c'est la vie, en fait. Il y a ce moment, je crois que votre frère est mort sur un terrain, pas de football, hein, c'est du basket, c'est ça ? Ouais. Souffle au cœur ? Non, il avait un problème cardiaque. Ouais. Problème cardiaque. Vous avez eu un problème cardiaque. Ça change tout à coup. On se dit, tout est possible. Tout est possible, c'est-à-dire je veux dire, la santé ne vous suit pas nécessairement. Ça a été un tournant dans votre carrière à vous ? Écoutez, depuis tout jeune, j'ai conscience que les problèmes de santé existent, en fait. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir pu faire ma carrière. Et lorsqu'on m'a détecté un problème, j'ai pris la décision d'arrêter. Parce que de toute façon, dans ma famille, déjà, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes au cœur. Vous avez un regard forcément affûté sur les footballeurs d'aujourd'hui. Alors, on pense forcément à Mbappé, c'est la figure qui impressionne. Est-ce que vous êtes impressionné par lui ? Bien sûr, c'est un jeune joueur très très performant. Et puis, j'espère qu'il va pouvoir faire une très grande carrière. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence des joueurs. Il a quoi, 20 ans ? 20 ans ou 21 ans. 21 ans. On sent chez lui cette espèce d'intelligence comme ça, rusée, qui est fascinante. De toute façon, si vous voulez arriver à ce niveau-là, il faut être très intelligent, oui, dans la prise de décision. Vous les avez souvent fréquentés, les Messi, les Ronaldo, etc. Le plus intelligent, précisément, c'était lequel ? Vous savez, c'est très compliqué à dire. Et puis moi, j'aime pas le plus, vous savez, là aussi. C'est toujours, on est dans des sociétés, il faut toujours hiérarchiser les gens, et même les joueurs de foot. Non, ce sont des très très grands joueurs, tous les deux. Est-ce que la magie opère de la même manière, on est 22 ans après 98 ? Le rêve, il est le même dans ce monde-là ? De changer les choses ? Oui, bien sûr. Le rêve du football, le fait que c'est un monde qui fascine à ce point-là ? Vous savez, c'est difficile à répondre, parce que maintenant j'ai 48 ans, j'ai été joueur de foot, je suis sorti de ce monde-là, donc il faut poser la question à des jeunes d'aujourd'hui, sachant que je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, parce que voir les matchs sans spectateurs, c'est assez déstabilisant. La période est très dure de ce point de vue-là. C'est très déstabilisant. Quand on regarde les images au début, on était en 98, il faut rappeler vos 2 buts, ce moment extraordinaire face à la Croatie. On parlait de moments de grâce. On parlait tout à l'heure des écoles Lilian Thuram, des stades, etc. Les jeunes qui viennent vous dire alors. Quand on vous lira, et je recommande votre livre, on n'est pas forcément d'accord avec vous. Il y a ceux qui vous trouveront que vous êtes excessif, d'autres au contraire que vous défendez une thèse juste. Mais humainement, les petits jeunes, les gamins, quels conseils vous leur donnez ? Tout d'abord, de faire très attention à développer une bonne estime de soi-même. Ça, c'est très important. C'est la chose la plus importante pour un individu. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment dénoncer le racisme. Parce que la chose la plus importante, et moi je le sais, parce que j'ai été sportif de haut niveau, c'est ça. Développer une bonne estime de soi-même, faire très attention à ne jamais juger quelqu'un sur la couleur de sa peau, jamais se laisser enfermer dans la couleur de sa peau, ne jamais juger les gens sur leur religion, sur leur sexualité. Et être toujours fier de ce que vous êtes et toujours se poser des questions. Pourquoi ? C'est ce qui fait avancer dans la vie. De l'enfance créole, cette espèce de liberté que vous aviez, vous avez gardé quelque chose ? Oui, totalement. Qu'est-ce que vous avez gardé ? L'éducation et le courage. Parce que j'ai appris ça de ma maman. J'ai appris quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais essayer de comprendre cette personne. Parce que je pense que ça, c'est de la bonne éducation. Et aussi, ne pas avoir peur d'affronter la vie. Voilà. Merci Lilian Thuram, affrontez la vie et on vous lira. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, le Grand Soir avec Julien Arnaud et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, demain. Merci. Vous savez tout sur l'actualité.